C'est vrai, toi, t'as dit. Levez la main ceux qui ont... Ah, bonjour. On commence? Ok. Du coup, juste pour avoir une idée, ceux qui ont fait l'EQCM, est-ce que vous pouvez lever la main? Non, chelou. C'est bizarre. Ok, ok. Bon, ben, du coup, on va commencer. Salut! Et du coup, je sais pas si on commence ou pas. Il y a des gens qui... Est-ce qu'il y avait d'autres gens derrière toi ou pas? Non. Donc, ils vont pas commencer au pire temps. Ok, ouais, voilà. Donc aujourd'hui, c'est une formation sur la partie recherche de l'UE8, donc pathologie emblématique illustrée par des techniques de diagnostic et de recherche. On va vous faire un petit rappel de cours à chaque fois, mais on va essayer d'être bref pour être sûr d'avoir du temps pour les QCM. Donc on va traiter les chapitres sur l'immunoanalyse, les aquaporines et la polyarthrite rhumatoïde. Tu veux... Je vais présenter chez vous, je vais. Vas-y. Ok. Donc, du coup, ça, c'est un petit rappel de cours. Donc, vous voyez pour le système immunitaire, comment est-ce qu'on va obtenir les différentes cellules de l'immunité. Donc, on a la cellule souche hématopoïétique, qui est un peu le début de tout. Donc, elle est multipotente. Multipotente parce qu'elle va permettre de donner les différents types cellulaires. Donc, soit la lignée lymphoïde, soit la lignée myéloïde. La lignée lymphoïde, comme son nom l'indique, qui va donner les lymphocytes, donc natural killer T ou B. Avec les T, on aura les TCD8, TCD4. Et pour les lymphocytes B, ils vont pouvoir donner les plasmocytes. Les plasmocytes, vous voyez ce que c'est? Je ne me souviens plus trop. Si vous voulez que je le rappelle, je peux. En gros, c'est donc votre lymphocyte B, il va se mettre dans un coin dans votre corps, il va rester là, il va continuer de produire des anticorps au cas où. Voilà. Ensuite, dans la ligne myéloïde, c'est là qu'on va avoir donc, le myéloblaste qui va permettre de donner donc, les différents polynucléaires, donc basophiles, éosinophiles, neutrophiles. On aura aussi les monocytes qui vont donner donc, la cellule dendritique et les macrophages qui sont présents déjà de manière basique dans tout ce qui est les tissus. Donc, c'est eux qui vont être au premier contact des pathogènes qu'on verra par la suite. Vous avez ensuite les mégakaryocytes qui va donner les thrombocytes qu'on appelle les plaquettes. Ça que je dis. On va avoir le réticulocyte qui va donner l'érythrocyte, donc le globule rouge, et le mastocyte. C'est un petit que vous n'avez pas compris. Surtout vous les filles, vous venez d'arriver. En gros, j'expliquais au schéma vite fait. S'il y a un type cellulaire qui vous pose problème et que vous voulez qu'on explique vite fait, vous pouvez le dire. Et même après, tout au long de la formation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On est là pour ça. Je continue. Ok. Du coup, pour la réponse immunitaire, ça se passe entre un anticorps et un antigène. Donc, un antigène, il est constitué de plusieurs épitopes, B ou T, et ça va être reconnu par le paratope du lymphocyte T ou celui du lymphocyte B. Ce sont des liaisons spécifiques réversibles et non covalentes. Donc, bah oui, réversibles, voilà. Vous allez avoir l'épitope B qui est présent à la surface de l'antigène natif. Il peut être séquentiel ou conformationnel. Ensuite, après, une fois l'interaction qui a lieu, vous allez avoir une prolifération, puis une différenciation des lymphocytes B en plasmocytes qui vont sécréter justement les anticorps. L'épitope B, il est reconnu sans qu'on ait besoin de dégrader la cellule, contrairement à l'épitope T, parce qu'on va le voir du coup juste après. Sur le lymphocyte T, il y aura d'abord une interaction avec le CMH qui va après présenter le peptide. Donc ça va être, il va y avoir une réaction. Et ensuite, ce peptide-là, il va être détecté par le lymphocyte T. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est le CMH? Ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le rappeler ou alors sinon, je vais le aussi. Le CMH, c'est le complexe majeur d'histocompatibilité. Voilà. Et particularité pour l'épitope T, il va être séquentiel.
ça impliquera plus tard dans les exercices que lorsqu'on va utiliser des techniques dénaturantes, l'épitope T séquentiel, il va rester, enfin, il va toujours être là, alors que l'épitope B, qui est en plus d'être séquentiel conformationnel, ben, l'épitope conformationnel, il n'y sera plus parce qu'il sera dénaturé par l'agent dénaturant. Voilà. J'ai beaucoup dit dénaturant. Je pense que j'ai tout dit. Vous avez la ref de ça ou pas? Vas-y, j'explique vite fait. En gros, c'est une mamie qui danse sur de la drill. Et en fait, on a mis ça parce que comme c'est une mamie, elle a gardé en tête la drill comme les lymphocytes B mémoire. Voilà. Sur ce, je passe à la suite. Donc ça, je vous ai déjà dit que l'épitope séquentiel, il sera présent en conditions dénaturantes et il peut être accessible en conformation native, tandis que l'épitope conformationnel, il est uniquement présent dans des conditions non dénaturantes. Les conditions dénaturantes vont modifier la conformation, donc la forme des protéines. Ainsi, seuls les épitopes séquentiels, donc l'enchaînement d'acides aminés, vont rester détectables. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il peut aussi avoir des réactions croisées, donc un anticorps qui reconnaît le même épitope sur deux antigènes différents. Et à ce moment-là, comme il est plus spécifique de sa cible, mais ça aura plus trop d'intérêt dans le cadre de la recherche. Est-ce que vous comprenez c'est ce qu'elle veut dire par l'utilité dans le cadre de la recherche ou pas? Vous voulez qu'on donne un exemple? Je vais donner un exemple. Vas-y. En gros, si vous voulez reconnaître une maladie en particulier, pour pouvoir la reconnaître, vous avez besoin d'anticorps, duquel vous avez parlé d'antigènes. Chaque maladie va avoir son petit antigène qui permet de la reconnaître. Pour pouvoir cibler la maladie et pas vous attaquer à autre chose dans le corps de la personne, vous avez besoin de votre anticorps qui soit spécifique de cette maladie-là. Et là, ce qu'elle vous explique, c'est qu'en gros, parfois, les anticorps, ils peuvent reconnaître plusieurs épitopes sur différents antigènes. Et si votre anticorps, il reconnaît plein de maladies présentes dans un corps, vous ne pouvez pas cibler la maladie que vous voulez. Donc, c'est ça. Là, en gros, juste on vous rappelle comment est fait l'anticorps. Donc ça, c'est juste, vous apprenez le schéma globalement. Donc, il y a les deux paratopes identiques. Et là, c'est là que va venir se fixer l'épitope, si je dis pas de bêtises. Yes. Donc, vous avez les fragments Fab ici. Vous avez ouais, les deux chaînes légères. Donc, c'est facile, c'est les deux petites qu'on rajoute. Et les chaînes lourdes, bah, c'est les autres. Vous avez le fragment FC. Moi, je me disais ici bah, pour constant. Voilà. Et c'est le fragment Fab qui, lui, va varier. Voilà. Après, là, on vous a parlé des différents types, des différents isotypes. Donc, vous allez avoir les IgG, A, E ou D. Vous verrez dans les études de cas que selon que ce soit G, A ou E ou D, ça dépend en fait de la maladie, ça dépend si c'est un virus, de ce qu'on a. Et juste faut que vous reteniez les formes comme ça. Voilà. Non, je pense que je débranche, c'est que je remette. Si jusque-là, il y a des questions, n'hésitez pas. Sérieux? Oui. Du coup, petit rappel sur les techniques. Le Western blot ou bien immunotransfert, c'est une technique semi-quantitative. Donc, on pourra détecter la présence ou non de protéines, attention, pas d'ARN messager. Pour les ARN messagers, ce sera un Northern blot. Euh, Et du coup, le Western blot, ça va donner des informations sur la taille et peut orienter au niveau de la concentration en fonction de l'intensité des bandes que vous allez observer. Mais c'est pas non plus, enfin, c'est pas quantitatif à fond. C'est pour ça qu'on dit que c'est semi-quantitatif. Vous allez avoir une étape de dénaturation, donc l'étape avec le SDS page. Et là, vous allez uniquement détecter les épitopes séquentiels parce que les épitopes conformationnels, ils seront dénaturés par l'agent dénaturant. J'ai encore trop dénaturant. Du coup, on va commencer avec l'XCM.
Puis CM1, l'encéphalite limbique est une maladie auto-immune du système nerveux central caractérisée par la présence d'auto-anticorps dans le liquide céphalorachidien des patients. Vous avez identifié deux patients, A et B, pour lesquels vous avez obtenu du LCR, respectivement LCR-A et LCR-B. Vous cherchez à identifier la cible antigénique de ces auto-anticorps. Tout d'abord, en immunofluorescence indirecte sur cryocoupe de cerveau humain, vous obtenez un marquage cytoplasmique des cellules nerveuses identique entre les deux LCR. En immunotransfert Western blot, dont le résultat est présenté ci-contre, vous purifiez les IgG totales de chacun des LCR, puis vous réalisez une immunoprécipitation à partir des extraits protéiques solubles du tissu cérébral humain. Vous analysez les immunoprécipités afin d'identifier les protéines constitutives. Vous identifiez dans les deux cas une protéine unique, AK5, qui est une protéine cytosolique fortement exprimée dans le cerveau et qui possède un poids moléculaire de 70 kilodalton. On va faire item par item. Item A, ces résultats vous permettent d'affirmer que les auto-anticorps présents dans chacun des LCR A et B reconnaissent au moins un épitope séquentiel. Qui aurait mis vrai? Est-ce que quelqu'un veut justifier pourquoi? N'hésitez pas. Euh, Ne me laissez pas, s'il vous plaît. En vrai, on est en petit comité là, c'est sûr. Faut que ce soit utile pour nous. S'il y a quelqu'un qui veut se lancer, au pire, on verra tous ensemble, c'est un peu plus. Toi, t'avais mis vrai? Pourquoi? Je crois que j'avais fait par rapport au stand-up, du coup, on voyait que dans les CRA et le cerveau, il y avait dans chaque. Oui. Et par rapport au fait que là, on vous parle d'épitopes séquentiels, Du coup, c'est comme si en fait, je sais même plus parce que j'ai fait le lundi, puis ça, pas de souci. Mais du coup, ah oui. Attends, juste dis ton prénom, parce qu'on rappelle. Ok. Moi, j'avais une vraie, parce que dans le sport, on voit c'est dans le lot. Du coup, c'est une situation de dénaturance. Et donc, quand on dénature, on a des épisodes, séquentiels. Et on peut affirmer qu'il y en a au moins un parce qu'il y a des bandes. c'est bien vrai. Il y a un marquage par immunotransfert, une technique dénaturante, donc les épitopes reconnus sont bien séquentiels. Je ne sais pas si tu as une parité dessus. Est-ce que ces résultats vont permettre d'affirmer que les auto-anticorps présents dans le LCRA, donc ce document, reconnaissent les mêmes épitopes que ceux du LCRB? Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Quelqu'un veut dire pourquoi il a mis faux? Vas-y. Oui, parce que ça me dit qu'il y a des épitopes, mais ça ne dit pas que c'est la chaleur. Si on essaie de revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, genre, en gros, c'est exactement la phrase que tu as dit, mais juste tu la formules autrement. L'anticorps qu'on a utilisé là dans le Western blot, visiblement, il reconnaît quelque chose. Tu me dis, il reconnaît des épitopes. Ouais. Mais du coup, ce que tu me dis, c'est que c'est pas forcément. C'est pas forcément les mêmes entre les. Ok, c'est pas forcément les mêmes parce que l'anticorps peut reconnaître plusieurs épitopes. Ok, c'est ça. C'est exactement ça. Là. Ok, on passe à l'item suivant s'il n'y a pas de questions. Item C, ces résultats vous permettent d'affirmer que les auto-anticorps présents dans chacun des LCR A et B reconnaissent au moins un épitope conformationnel sur AK5. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Pourquoi tu as mis faux? Et on ne peut pas dire forcément que c'est pas expliqué. En fait, on va commencer à dire juste comme c'est comme ça va. Quitte à ce que ce soit un peu c'est pas grave. Mais on me dit que le pilote conformationnel serait AK5 et que ce serait LCRA, LCRB qui reconnaissent.
Mais déjà, comme c'est dénaturé, on va reconnaître les épitopes séquentiels et les non conventionnels. Donc, tu sais déjà que ACA5, c'est pas un conventionnel. Et du coup, Tu tiens le bon truc. En soi, là, oui, du coup, c'est ce que tu as dit. Comme on vous parle d'épitope conformationnel, avec cette technique, ce sera dénaturé, donc vous n'avez aucun moyen de le savoir. Mais en soi, il y a une possibilité que AK5 porte un épitope conformationnel. Mais juste, du coup, comme le Western blot, c'est dénaturant, en tout cas, on ne peut pas l'affirmer avec cette expérience-là. Et du coup, si on modifiait, permet d'affirmer euh, juste si on mettait en avant dans le terme la possibilité, ça serait vrai. Mais comme là, c'est on affirme et on est sûr, ben, du coup, c'est Ok. du coup, Ah, vas-y. on pourrait par notre technique dire que SCRA et SRB reconnaissent l'épitope conformationnel AK5, ce serait vrai. par une autre technique en soi, oui, il y a au moins une technique qui donne ça. Il faut juste que la technique ne soit pas dénaturante. Bon, ça va être petit temps de latence. C'est bon. Ok, donc est-ce que le point isoélectrique du ou des antigènes cibles pourrait être précisé après séparation bidimensionnelle d'un extrait protéique soluble de tissu cérébral, puis analyse de celui-ci par immunotransfert? Qui a mis vrai, qui a mis faux. Ceux qui ont mis vrai, au fond, tu saurais dire pourquoi? Est-ce que Alexis, tu acceptes l'aide de quelqu'un ou pas? Oui. Ok. Parce que bidimensionnel, on peut séparer soit en fonction de la forme, soit en fonction du poids moléculaire. Et donc là, puisqu'on cherche le point isoélectrique, bidimensionnel, on pourra le processus, c'est comme ça. oui, Ouais, bon, c'est ça. c'est vraiment ça. Tel que les balles d'entraîneur, c'est juste pour vous rappeler que bidimensionnel, c'est des phases électriques. Ouais. Item E, vous pouvez purifier le ou les antigènes cibles par le cerveau. Qui aurait mis vrai? Qui a mis faux? Quelqu'un veut justifier sa réponse? Soyez pas timide. Moi, je pense qu'il a envie de retenter. Ouais, Alexis, je vois que tu as envie. C'est pas la même technique. Ouais. Et le Qu'est-ce qui va dot, vraiment te ouais. Euh, Dis-nous si tu t'en souviens le principe du dot blot. Si tu sais pas expliquer le principe, pour n'importe ce que tu veux de ce que ça ne permet pas de voir. mais ça permet de... Ouais, vas-y, continue, continue. Ça arrive. Euh, mais ça sépare pas les fautes avec les poids, non. Ouais, ça permet pas de vérifier. C'est ça. Tu peux pas purifier avec le dot blot. Oups, c'est ça. Le dot blot ne permet pas de purifier les antigènes, mais uniquement de conclure sur leur présence ou non dans l'extrait. Est-ce que vous avez des questions sur ce QCM? Ok. Du coup, vous voyez que c'est important d'avoir les différentes techniques en tête les différentes techniques dans votre tête, je veux dire les techniques en tête dans votre tête. Et pour ça, sur le TAT, si vous allez dans le tuto web, dans Innovation pédagogique, je ne sais pas si vous voyez, au pire, je pourrais vous montrer. Vous avez des fiches vraiment super bien. Je dis pas ça parce que c'est le TAT, je suis pas payée pour dire ça. Je suis même pas rémunérée. Ouais, vraiment. Elles sont top, super bien faites. Vous avez, si c'est qualitatif, quantitatif, ça vous explique bien la différence. Donc franchement, allez-y. Et voilà. Donc si c'est bon pour vous, on va passer. Vous voulez confirmer que c'est pas
que TAC5 est bien la cible antigénique cytosolique des auto-anticorps présents dans les LCR A et B. Vous possédez un anticorps monoclonal de souris anti-AK5 humaine parfaitement caractérisé, ainsi que tous les anticorps marqués ou non marqués nécessaires à vos expérimentations. Par des techniques de biologie moléculaire, vous faites exprimer ou non, par un vecteur vide, AK5 par une lignée cellulaire C qui ne l'exprime pas spontanément. Donc, les cellules C respectivement AK5+, donc expriment AK5, et AK5-, qui les pas. Vous possédez par ailleurs une AK5 recombinante humaine pure qui vous permet de purifier les autoanticorps présents dans les deux LCR par chromatographie d'affinité. Vous utilisez les anticorps purifiés, mais aussi le LCR-A non retenu par la colonne, donc le LCR-A-DPT. Donc, item A, après avoir regardé le transfert, l'AK5 est un antigène cible des auto-anticorps présents dans le LCR-A. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Ceux qui ont mis vrai, est-ce que quelqu'un pourrait dire pourquoi? Quand on regarde sur l'anticorps purifié, etc., il y a une question de se dire qu'il y a présence d'anticorps, ou bien la K5 peut être une antigène. On ne sait pas si AK5 est un antigène, mais moi, il n'y a pas de. Voilà. On peut voir que l'immunotransfert de AK5 dans l'extrait LCR-A purifié fait apparaître une bande. Il y a bien une liaison entre les auto-anticorps du LCR-A et AK5. Item B, par immunotransfert réalisé avec la protéine recombinante, vous pouvez vérifier que les auto-anticorps présents dans le LCR des patients reconnaissent un ou des épitopes séquentiels portés par AK5. Qui a, qui a mis faux? Ceux qui ont mis vrai. Pourquoi? Toi, t'as mis vrai. Qui veut l'aider? Allez-y, soyez pas timide. Oui. Parce qu'on peut voir que sur les anticorps purifiés LCR1 et LCRB, il y a des bandes à chaque fois qu'il y a à passer en plus. Et quelqu'un qui a passé Ouais. Et là, quand tu regardes l'item, il y a un mot-clé en particulier. Tu... C'est parce qu'on parle d'épitopes séquentiels. Ouais. Si vous regardez, on vous dit qu'il y a un SDS-page, que SDS-page, c'est une naturelle. Donc, c'est bien ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, en immunofluorescence indirecte sur cryocoupe de cerveau, vous pourriez déterminer grâce à un double marquage que les cellules reconnues par les auto-anticorps présents dans les LCR et par l'anticorps monoclonal anti-AK5 sont les mêmes. Qui a le vrai? Oh, c'est petit peu là. Allez-y, lancez-vous. Vas-y. Si on fait une fluorescence, on va mettre un colorer, Dis-le comme ça, dans t'inquiète. colorer les cellules et du coup, si elles sont colorées et ben, c'est le même. Ok, donc oui, si c'est coloré, ça veut dire qu'il y a la même chose qui est reconnue, globalement, vu que c'est les mêmes anticorps. Bien sûr, c'est vrai. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Comme il n'y a pas tout le monde qui est avec nous, si jamais cet item vous avez du mal, il n'y a pas de souci.
La justification, c'est que d'après ces expériences, les auto-anticorps présents dans le LCRA se lient à AK5. Une des hypothèses possibles pour l'expliquer est que ces anticorps soient des anticorps monoclonaux anti-AK5. Faire une immunofluorescence indirecte nous permettrait de comparer la localisation de ces deux anticorps et donc de confirmer ou non notre hypothèse. Donc c'est ce que tu as dit. Est-ce que la correction vous semble claire? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment, on va rien refaire. Même moi, j'ai parlé à l'envers au début, c'est ok. Sinon, on passe à la suite. Allez. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? On va tant pis, c'est pas grave. Tant pis. C'est pire, au pire, cache un petit peu. Ouais, là, ça va être compliqué de coucher. Non. Un ELISpot réalisé avec les AK5+, et les deux LCR nous permettraient d'affirmer que les auto-anticorps reconnaissent la protéine AK5+. Qui a mis... Je rigole. En vrai, ça, juste pour voir tout le monde participer, ça me ferait plaisir. Qui a mis faux? On commence par le qui a mis vrai. Ah, et qui a mis faux? Ah, Possible. Vas-y, explique-toi. Je sais pas que je n'ai pas fait. Alors, je sais, il y a une heure. Ah, donc, ce cahier, au pire, on va en parler. Et si jamais il y a une partie qui ça va bien, tu me dis. yes. Après, c'est ton idée. Merci. Et Tabara, toi, t'avais mis vrai aussi? C'était pour la blague? C'était pour la blague. Ok. Donc, c'est bien faux. La technique ELISpot permet de quantifier les cellules sécrétrices d'antigènes dans un milieu. Ici, ça permettrait de quantifier le nombre de cellules AK5+. Ça te paraît clair? Donc, c'est la technique qui pose des problèmes. Ou peut-être il y a. Ah, t'inquiète. Ok, on passe à la suite si vous n'avez pas de questions. Ah, mais c'est pas possible. Bon, non, non, non. J'espère que ça va être comme ça. C'est pas grave. Il y a tout le monde qui participe. L'abolition avec le LCRA déplété, du marquage préalablement observé en immunofluorescence indirecte sur les groupes de cerveau humains avec le LCRA permettrait de confirmer que l'antigène cible est bien AK5. Qui a envie de mettre vrai? C'est une magie. Est-ce que quelqu'un veut expliquer sans lire l'explication? Non. Ok. Est-ce que quelqu'un t'avais mis faux au début, si tu te Je souviens? me suis dit qu'il n'y avait pas de bande, mais ça ne voulait pas dire que enfin, le fait qu'il n'y avait pas de bande, ça ne voulait pas forcément dire que c'était une cible. Mais j'ai peut-être pas bien compris, je crois. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ce serait pas LCRA déplété qui t'a posé problème? Enfin, en gros, je me suis dit, il n'y a pas les anticorps, on ne voit pas de bande, du coup, je me suis dit, ça ne peut pas. Enfin, j'ai peut-être pas compris l'énoncé. DPT, c'était. Ouais, parce qu'il l'expliquait du coup dans les versos du début, enfin, le big paragraphe. Je reviens au pire. Si tu peux revenir. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, mais aussi le LCR retenu par la colonne après la chromatographie des difficultés. Je sais pas. Comment? Il n'y avait pas il y avait pas l'anticorps. Il n'y a pas d'anticorps, mais du coup, comme il n'y a pas de bande, je me suis dit, comme il n'y a pas d'anticorps, ça ne veut pas forcément dire que c'est l'antigène cible. Ah, en fait, si tu n'as pas d'anticorps, globalement, tu peux rien en trouver. Parce que tu n'as rien pour trouver quelque chose. Oui. Je ne sais pas si on est sur le terminal, je n'ai pas capté ce qu'il a pas capté. Ouais. En fait, ta technique, elle a besoin de l'anticorps et de l'antigène. Parce que ta technique, elle repose sur l'interaction entre les deux. Et c'est comme ça, après, dès qu'il va y avoir l'interaction, tu vas détecter ta bande. Sauf que là, dans le LCRA déplété, tu n'as pas d'anticorps. On ne peut pas confirmer que la K5, c'est le. Il n'y a pas d'anticorps, il ne se fixe pas, donc on ne peut pas confirmer. Parce que du coup, tu as ouais, t'as les autres anticorps. Et là, ton Western blot, ça te permet...
C'est ça. Ok, d'accord. Et là, en fait, avec le Western blot, tu détectes la protéine, la présence de protéines. Et comme tu vois que là, il n'y en a plus, forcément, c'est l'anticorps qui a plus dans l'extrait qui était spécifique. C'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas si jamais. Quoi? C'est clair? C'est sûr? Enfin, j'accusateur de voler. Ok, ok. Du coup, petit rappel de cours sur les techniques ELISA. Donc, ça va servir pour l'analyse quantitative. C'est basé sur la mesure de la densité optique dans un puits. Vous allez pouvoir, avec le ELISA sandwich, doser des antigènes solubles, comme vous le voyez ici. Et vous allez pouvoir doser des anticorps avec un ELISA indirect. Donc, vous avez les schémas des ELISA de comment ça fonctionne. Oh, voilà. Ça, sandwich, globalement, c'est un sandwich d'anticorps avec un antigène au milieu. Et pour les visas indirects, vous faites le contraire de ce qui vous semble logique avec un visa. Ouais. Vous allez avoir des spots. Et les spots, c'est pas très clair. Donc, c'est une numération un peu claire. Des cellules et pas des antigènes ou des anticorps. Est-ce que la distinction entre toutes les techniques ELISA, c'est clair pour vous? Je sais que moi, j'avais un peu du mal à comprendre comment ça se faisait. C'est pas trop clair. Qu'est-ce que tu as du mal à comprendre? Hum, Tout. ouais, en vrai, je n'avais pas pour technicien. Mais on peut réexpliquer. Pour le ELISA sandwich, du coup, là, c'est l'antigène que tu veux doser. Tu vas mettre un anticorps qui va reconnaître l'antigène. Et pour après visualiser l'interaction entre l'anticorps et l'antigène, tu vas mettre un anticorps de révélation qui va se fixer aussi sur l'antigène. Et cet anticorps-là de révélation, il va avoir, souvent c'est une enzyme qui va permettre une réaction donc avec le substrat. Et le produit qui va être libéré, c'est ça qui va te permettre de détecter quelque chose avec ta technique. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir le visualiser. C'est plus clair? C'est comme les trucs que vous faites au lycée, je crois que vous faites les sandwichs au lycée. Souvent, c'est en gros, vous avez un petit liquide, vous avez mis des trucs dedans. Et après, vous voyez, soit c'est coloré, soit c'est pas coloré. Si c'est coloré, ça veut dire que, comme elle a expliqué, il y a la réaction qui s'est passée. Donc, ça a bien été accroché, ton enzyme, elle a réagi et t'as eu ta couleur. Et s'il n'y a pas, c'est qu'il y a pas. Ouais. Et pour les LISA indirects, cette fois, tu vas avoir tes antigènes qui vont être reconnus par l'anticorps que tu veux doser cette fois. Et après, c'est ben, pareil que pour les LISA sandwich, tu vas avoir un anti-IgG qui sera couplé avec une enzyme la plupart du temps. Et le produit qui va être libéré à la suite de la réaction, ça va te permettre de le détecter sur ta technique, sur ton ELISA. Est-ce que vous voulez qu'on vous donne des exemples rapides d'application ou non? Là, par exemple, pour les Lisa sandwich, là, vu que votre but, c'est de reconnaître l'antigène, ça va être ce que vous allez faire pour, par exemple, rechercher des maladies chez les gens. Imaginons, je ne sais pas, vous voulez savoir si quelqu'un a le VIH, bah, vous allez prendre son sang et vous allez faire ce test-là pour essayer de retrouver l'antigène du VIH. Alors que pour les Lisa indirects, là où je vais faire doser l'anticorps, c'est plutôt ce que vous allez rechercher dans les maladies auto-immunes. Souvent, quand il y a des personnes qui ont leurs anticorps qui s'attaquent à eux-mêmes, dans ce cas-là, vous voulez savoir si c'est présent ou pas, en quelle quantité, etc. Donc, vous allez plutôt faire les Lisa indirects. Ouais. Et pour les lispots, du coup, cette fois, c'est les cellules qui vont sécréter les antigènes. Ouais. J'ai juste une question. Il a dit que ça permettait de compter les cellules, je crois, ou d'avoir une quantification des cellules, mais je n'ai pas compris du coup le principe. Il y a des antigènes qui se fixent, on retire les cellules, du coup on a juste la marque de là où étaient les cellules. Attends, c'est la question. Ça va rendre ça. Non, mais après, j'ai à moitié compris le principe, mais du coup, genre, on a dit que, enfin, je crois, les spots, c'est quantitatif.
En fait, c'est quantitatif, mais pas comme l'autre, dans le sens où c'est pas que quantifié. Les cellules, c'est pas. Tu les comptes, Voilà. enfin, Mais c'est le là, numéro. celui qui quantifie, c'est autre chose. Là, pour objet de spot, tu vas avoir une ligne cellulaire. Donc, là, tes cellules dans ton petit pot. En gros, tu vas mettre la solution. Je pense que ce sera une solution d'anticorps, puisque tu cherches à les cellules sécréter des antigènes. Tu vas avoir une coloration avec les cellules si elles sont sécrétées des antigènes. Et tu vas dire, ah ben, sur mon petit pot, j'ai une cellule là qui est colorée, une là, et tu peux les compter. Mais que tes cellules. Tu ne peux pas compter la quantité d'antigènes. Alors que là, tu vas pouvoir quantifier aussi ton antigène, et là, tu vas quantifier tes anticorps. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas vraiment quantitatif. Parce que ça te permet d'avoir un ordre d'idée si tu as une cellule qui ne sécrète pas, mais ça ne te permet pas de savoir combien elle sécrète. C'est clair pour tout le monde, les techniques ELISA. Alors, on va passer au QCM. QCM3, vous cherchez à caractériser les épitopes reconnus par les auto-anticorps anti-AK5 présents chez chacun des patients. L'AK5 présente un domaine fonctionnel localisé sur la portion de la protéine qui s'étend de l'acide aminé 378 à 500. À partir de lymphocytes périphériques de vos deux patients, vous avez produit des auto-anticorps monoclonaux humains. Vous disposez de deux clones d'hétérohybridome issus du patient A, clones A1 et A2, et trois clones issus du patient B, B1, B2, B3, que vous testez sur AK5 et sur les portions NH2 et COH terminal de la protéine, respectivement AK5, donc la partie 1 jusqu'à l'acide aminé 350, et de l'acide aminé de 351 à 550. Vous obtenez les résultats suivants. On va les remettre pour les QCM. Voilà. Item A, les deux patients possèdent des lymphocytes capables de générer des auto-anticorps dirigés contre plusieurs épitopes portés par AK5. Item il faut. La plupart, vous avez mis vrai. C'est bien ça. Est-ce que quelqu'un pourrait dire pourquoi? Vas-y. Parce que sur les schémas de niveau on voit que dans la partie N-terminale et C-terminale, la casse, enfin, je sais pas c'est plus comment ça s'appelle, mais Ouais. on voit des bandes sur A1 et B1. Du coup, ça veut dire que il y a ça veut dire que les deux patients ils possèdent des campus capables de générer Juste, si tu parles de quelle figure exactement? Alors là, Si. si tu peux la montrer. C'est ça. Celle-là? Ouais. Dans les trois là? Bah, les deux derniers. Les deux dernières? Ok. Pourquoi les deux dernières en particulier? Je ne connais pas encore ce que tu dis, c'est juste pour essayer de voir si tu as capté le truc. Mais parce que du coup, on prend, on fait euh, du coup plusieurs épitopes, parce que du coup, c'est en thème qui passe de 1 à 350, et de 351 à 550. Du coup, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Désolée si je t'ai fait, c'était juste mais ça te rendra celle dessus. Et du coup, oui, c'est bien ça. On peut voir que certains auto-anticorps visent la partie N-terminale de AK5 alors que d'autres visent la partie C-terminale. Ainsi, les auto-anticorps visent au moins deux épitopes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde de ça? Je sais que cette figure, elle est un peu. Enfin, ceux qui s'aiment, il est un peu chaud parce que vous avez plein de figures. C'est pas facile à comprendre. Donc, si vous avez des questions, quelque chose de. Ouais. Parce que du coup, ici, là, tu vas avoir la partie N-terminale et ici, la partie C-terminale. Parce que, pour rappel, ouais, voilà, là, c'est les acides aminés. Et la partie N-terminale, c'est le début et la partie C-ter, c'est la fin. Et comme là, tu détectes des choses différentes, du coup, des épitopes différents,
tu peux dire qu'il y en a au moins deux. C'est plus clair? Il y en a aussi au moins deux parce que si vous regardez, ici, on a reconnu chez enfin, le patient A, ici chez le patient A aussi. Donc, on a reconnu deux choses différentes chez un même patient. C'est aussi ça. Ok, on passe à l'item suivant. A1 et B1 reconnaissent le même épitope. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Battez-vous. Je rigole. Euh, Attends, il y a Alex et Alexis, ah ouais, ça. c'est ça. Ah, Vas-y. c'est Alex, c'est ça. Toi, je sais que c'est Alexis. Alex. Je vais pas te mettre. Oui, je parlais vrai. Alex, vas-y, dis-nous tout. Oui, ils reconnaissent une protéine avec la même taille. Et toi, t'avais mis vrai? Pourquoi t'avais mis vrai? Je me suis dit que pas de vente dans la partie AK5 à 350, enfin AK5 entre parenthèses 1 à 350. On voit deux bandes sur le même niveau. Pour A1 et B1, je me suis dit ça peut être vrai. Parce qu'il n'y a pas une. Ouais. Du coup, cette fois, c'est bien faux, parce que comme tu l'as dit, on n'a pas moyen d'être sûr que ce soit... Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas comment on peut regarder si je me suis Je Vous avez comprends, je peut-être comprends. corrigé. Ouais. Donc, je lis la correction. A1 et B1 reconnaissent tous les deux un épitope sur la partie N-terminale de AK5, mais rien ne peut affirmer que c'est le même. Il peut y avoir plusieurs épitopes reconnus par des anticorps différents sur une même protéine. C'est clair pour tout le monde? Je passe à l'item C. B2 et B3 reconnaissent des épitopes différents. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Tamara, pourquoi tu as mis vrai? Mais c'est comme la question précédente. Euh, Déjà, les deux molécules, elles ont pas, enfin, les acides, ils n'ont pas le même poids moléculaire. Donc, ça ne peut pas être les mêmes. Enfin, ouais, oui. Et tu connais la question B, enfin, si elle pas les mêmes. Là, par rapport au poids moléculaire, c'est pas parce que ça reconnaît pas la même protéine. Enfin, c'est ce que tu avais dit, non? Tu avais dit que comme c'était pas au même niveau, alors que c'était pas la même protéine qui était détectée, ou j'ai mal compris ce que tu as dit. Ah, là, ça n'a pas le même poids moléculaire, c'est pas forcément la même. Ça ne peut pas être la même protéine, puisque m'expliquer. Si la protéine-là, elle est dénaturée, on ne peut pas avoir le même poids, à part si on a une lésion qui s'est fait. Ici, oui, AK5, ça fait 70 kilodalton, mais après, là, c'est pas... Enfin, c'est bien correct que tu aies des tailles différentes, parce que du coup, dans la partie N-terminale, ça va correspondre à 45 kilodalton, parce que du coup, tu as 350 acides aminés, alors que dans la partie C-terminale, tu en as 200. Donc, au niveau de la taille, attends, En j'ai gros, mal capté en la... gros, c'est juste parce qu'elle te dit les poids moléculaires ici, s'ils sont différents, c'est parce que là, tu as plus d'acides aminés que là. Ouais, voilà ce que En je gros, c'est disais. ça. Mais si tu fais tes petites additions, 45 plus 25, ça fait bien 70. Ok. Donc là, ta protéine, elle est toujours à la même taille. Ok. Celui, je t'écoute la parole. Ah non, c'est bon. Ah, c'est bon. Non, mais c'est une question. Vas-y, vas-y. Après, je comprends pas pourquoi, après, je comprends pas si B2, elle reconnaît un épisode, puisqu'elle est bien. B2, ça correspondait à quoi déjà? Je remets juste l'énoncé. 3 clans issus de... Mais c'est un peu une sur B.
Attends, c'est un des clones. Wesh. Le clone est original. Je vais dire pourquoi il n'y a pas de vente. C'est au niveau de l'expérience. Ouais. Dans les individus, on peut voir que les deux vont se marquer. Donc, c'est pas forcément un épisode séquencier, ça va être une formation. Ah oui, c'est Peut-être vrai. marquer Bien sur vu. une petite marque. Bien vu. Bien vu, bien vu. Ouais, bah c'est pour ça. Ouais. Normalement. Ouais, c'est le Western Blood, du coup, c'est dénaturant. Et Lisa, non, du coup. Attendez, là, on était à. Hein? C'est quoi, pardon. Ouais, mais il considère que. Ouais. Du coup, c'était vrai. D'après l'ELISA indirecte, B2 et B3 reconnaissent tous les deux un épitope sur la partie C-terminale de AK5. Cependant, oui, là, voilà. Cependant, on peut être certain que cet épitope n'est pas le même. En effet, en immunomarquage, donc une technique dénaturante, B3 est toujours capable de reconnaître son épitope cible, mais ce n'est pas le cas de B2. B2 reconnaît donc un épitope conformationnel de AK5 et B3 un épitope séquentiel. Du coup, c'est exactement ce que tu as dit et c'est pour ça que la C, elle est vraie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas si jamais. Ok, c'est l'item D. Vas-y. Le clone B2 reconnaît un épitope conformationnel sur AK5 de 1 à 350 acides aminés. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Tu veux choisir quelqu'un? Ah, Ah, bah, vas-y. Là, on nous propose dans l'item, du coup, le thème terminal. Du coup, bah, c'est pas le cas, c'est que ça rime, du coup, c'est terminal. Ça aurait été, si les thèmes auraient été, le plan B2 reconnaît un épisode conformationnel sur AK5, 351, 550, ça serait Là, on parle de B2. le B2. Pardon. Oui, la comparaison encore entre le direct et le transfert. je vais aller peut-être un peu vite. Non, t'inquiète, c'est juste les expliquer parce que j'ai pu s'en regarder. Non, mais parce que pour moi, du coup, il dit, tu regardes. Ah non, pardon, non, j'ai mélangé dans ma tête. T'avais raison. Oui, Si jamais c'est pas clair, vous voyez ma fenêtre des erreurs. j'ai mélangé séquentiel et conformationnel encore sur j'étais en mode, mais. Donc oui, c'est comme l'item C. C'est bien un épitope conformationnel, mais il est sur les domaines AK5, 351, 550. Donc oui, vous regardez le ELISA indirect, comme on vous parle de l'épitope conformationnel. Et vous voyez bien que s'il n'y en a pas en N terminal, mais plutôt en C ter, exactement comme tu as dit. Est-ce que c'est bon pour vous? J'allais la faire, la blague, j'ai pas osé, je t'avoue. Item E, seul le clone B3 reconnaît le domaine fonctionnel de la protéine. Vrai. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Quelqu'un veut dire pourquoi il a mis faux? Soyez pas timide, vas-y. Ensuite, on voit une bande au même niveau que B3, sous le niveau de la figure numéro 3, K5, 351, 550, avec les bandes de en immunotransfert, on voit une bande au même niveau pour A2, du coup, il n'y a pas que le B3 qui reconnaît le domaine fonctionnel, mais aussi D'après l'énoncé, le domaine fonctionnel s'étend du 378e acide aminé au 500e. Comme A2 et B2 reconnaissent aussi peut-être le domaine fonctionnel de la protéine.
Comme tu as dit, du coup, ici, on voit qu'il y a A2. Et même donc en ELISA indirect, on voit qu'on détecte B2. Donc il y a aussi ces possibilités-là. Donc c'est pas que B3 qui peut reconnaître le domaine fonctionnel de la protéine. Est-ce que c'est clair pour ce QCM? Si vous avez des questions, n'hésitez, vas-y. Servir de tout. Ouais. Bah, globalement, tu connais, tu vois tes techniques. Faut que tu saches assez rapidement quelle technique te permettra de quoi. Et selon l'item, ça te permet de cibler. Par exemple, là, tu sais qu'avec l'immunotransfert, c'est le Western blot, donc tu as de la dénaturation. Donc, si tu veux différencier séquentiel conformationnel, tu vas regarder là. Et avec l'ELISA en direct, tu vas direct voir si ça reconnaît quelque chose ou pas. Donc, tu sais si oui ou non il y a quelque chose. Donc, c'est ça. D'autres questions? Même sur la méthode de façon générale. Comme elle vous l'a dit, il faut avoir en tête les techniques, les fiches du TAT. Si jamais au début, tu essaies de vous entraîner avec les fiches du TAT, et comme ça, à force, ça va rentrer petit à petit dans votre tête, et vous visualiserez et ce sera plus facile. Voilà. On va continuer. Petit rappel encore des techniques. Cette fois, la cytométrie en flux. C'est une technique de séparation cellulaire en fonction des antigènes. Avec cette technique, vous allez perméabiliser la membrane et marquer les antigènes par des anticorps qui sont couplés à des fluochromes différents. Donc, au niveau de comment ça se passe, vous allez avoir un passage de cellules à travers le laser et vous allez avoir un tri en fonction de la fluorescence, de la taille ou bien de la granulosité. Pour l'immunoprécipitation, vous allez former des agrégats d'antigènes anticorps insolubles dans un milieu liquide ou bien un milieu gélifié. Ces agrégats ils seront extraits pour isoler la protéine ciblée. Vous pouvez aussi étudier les interactions entre les protéines en faisant une co-immunoprécipitation. Euh... Pardon. QCM4. Dans le but de déterminer les groupes sanguins des patients X et Y, les globules rouges ont été déposés sur une lame, puis incubés avec des IgM dirigés contre les antigènes A, antigène B et antigènes A et B. Au bout d'une minute d'incubation, on observe les résultats suivants. C'est régalé, faut dire, avec les photos. Donc, item A, l'interaction des anti-AB avec les globules rouges de l'individu X s'accompagne d'une réaction d'immunoprécipitation. Alors, est-ce qu'on a une réaction ou pas? Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Qui veut justifier? Non, peut-être qu'on va passer à la finale. Moi, j'ai une faute parce que c'est une immunodéfictation et pas une classification. Les autres, vous êtes d'accord? Vous avez quelque chose à rajouter, à réfuter, par exemple? Est-ce que vous savez la différence entre une immunoprécipitation et une immunoagglutination? Vas-y. Ouais, immunoagglutination, ça va, bah, comme son nom l'indique, s'agglutiner. Et immunoprécipitation, ça va former un précipité, ce qui est pas un précipité, mais en plus. Je sais pas, genre, euh, précipité, c'est. Enfin, l'agglutination, on agglutine les cellules et précipité, je sais pas si moi, dans mon équipe, je ne sais pas l'expliquer. Non, mais t'inquiète, il y a en gros, l'agglutination, ça va plus être un espèce de gros truc que vous allez pouvoir toucher, etc. Alors qu'une précipitation, ça va plus être une zone, pas forcément que vous allez pouvoir c'est pas très clair. Ok, si tu veux, ça te concentre plus à l'agglutination que la précipitation. Alors que si je te mets, par exemple,
une bucie revenante dans sa vidéo. Ah, c'est plus une précipitation. Ah, je voulais dire un truc. Je sais pas, en mode nous, on s'accroche, mais vous Ouais, ne pouvez pas toucher. non, mais- Alors là, vous en pouvez pas mode là, toucher. vous pouvez pas, on a juste précipité. Par contre, C'est tout. C'est tout. là, on s'agglutine. Voilà. On va voir, vous l'avez, on sait pas Est-ce étudier. que vous êtes gêné? Voilà. Donc c'est faux. Il s'agit d'une immunoagglutination qui nécessite un antigène particulier, cellule ou antigène, et un anticorps immunoagglutinant. Je comprends pas trop les mêmes là. C'est parce que c'est Spider-Man et qu'il est rouge. Je suis un peu déçue. C'est pas très drôle. Odile, si tu m'entends. Bref. Item B, quels que soient les anticorps utilisés, les globules rouges de l'individu Y sont lysés. Ah, mais encore la réponse, mince. Enfin, sont lysés par activation du complément. Bon, bah, du coup, c'est faux. Ah oui, qui a mis vrai? Ok. Non, je plaisante, c'est ok. T'inquiète. Et qui a mis faux? Attends, je sais. Pourquoi vous, pourquoi vous avez mis faux? Je pense que vous n'avez pas retenu. Là, on dit que bah, les cellules sont lysées et il y a une activation du complément, parce que ça correspond à une immunolyse. Alors que ici, c'est une immunoglobuline. C'est vrai. J'espère que vous avez J'espère que ce moment en tête de nous en train de s'agglutiner. Voilà. J'ai jamais cru que j'allais dire ça de ma vie, que je me suis immuno-agglutinée avec Sophia. Ouais. Oh! Ah non, encore. Ok, ok. Au pire, quelqu'un- sur le truc et je vais lire. Vas-y. Attends, pas penser quoi? Sinon, je... Attends. Sinon, je l'ai. Ok, c'était quel item? Item C. Ok, je le dis. Ok. Les anti-A induisent l'immunoagglutination des globules rouges du patient X. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Et pourquoi vous avez mis vrai? Oui. Vas-y, Elliot. Sur les figures, on voit que quand on met des anticorps, il y a A où ça fait une immunoagglutination, AB où ça fait une immunoagglutination, mais pas B. Donc, ça fait que, enfin, il y a que. Ça fait que du coup, les anti-A, ils induisent bien l'immunoagglutination, ça c'est sur la figure. C'est ça. Je vais... Je vous... Ça va être difficile là. Non, oui, du coup, c'est bien ça. C'est parce qu'on voit un amas de globules rouges. Je vous remets ça juste pour que vous puissiez revoir la figure, mais je vais l'enlever incessamment sous peu parce qu'il y a la même erreur enfin, le même problème pour l'item suivant. Ok. Item D, cette expérience montre que l'individu X est de groupe A. Ah bah en vrai, j'aurais pu rester juste là, en fait, poser la figure. Oh là là. Donc je répète. Cette expérience montre que l'individu X est de groupe A. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Pourquoi vous avez mis vrai? Du coup, c'est l'explication que j'ai fait juste avant. On voit du coup pour Ok. anti-A, ça s'agglutine, anti-AB, ça s'agglutine, mais là, anti-B, ça ne s'agglutine pas. Du coup, c'est. Non, mais en fait, je me rends compte que j'avais donné l'explication de la suivante, parce que je me souviens qu'il y avait un modèle qui. Ok, professeur. Et tu lui ressembles un peu en vrai. C'est juste un mec avec des lunettes et une coupe comme ça. Mais oui, du coup, c'est exactement ça. J'espère que vous avez tous suivi la première explication de Elliot parce qu'il ne la répétera pas. Non, en vrai, ouais, c'est bien ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Item... Oh là là, mince. Item E, cette expérience montre que l'individu Y est de groupe AB. Vrai ou faux? Qui a mis vrai? Qui a mis faux?
Tous, vous avez tous participé. Pourquoi c'est faux? Tous en même temps. Et après, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Vas-y, 3, 2, 1. Ouais, voilà, c'est ça. Pardon. Alex. Quoi qu'on Ah, Y, pardon. Je croyais que la question c'est X, pardon. Ok, donc ouais, c'est faux, parce qu'il n'y a pas de réaction avec l'anticorps A ni avec le B, du coup on déduit qu'il est du groupe O. Voilà, voilà. Maintenant on passe... Ah oui, c'est clair pour tout le monde? On s'est un peu laissé aller. Mais en vrai c'était important parce qu'on s'est précipité. Ouais, ouais. Allez, là on va passer aux aquaporines, ça va être un peu plus cardio, mais du coup on a fait une pause, on va dire, voilà. Si c'est clair pour tout le monde, on passe aux aquaporines. Donc, les aquaporines, pour rappel, c'est des porcs. Des portes. Aqua. Non, ouais, c'est des porcs. Ça va être des canaux qui vont être perméables uniquement à l'eau et qui peuvent être obturés par du mercure à cause des résidus cystéine. Bon, là, je passe parce qu'on vaut mieux faire l'EQCM. Voilà. Bon, ben, on va lire. C'est les énoncés de TAC. Ouais, il y a beaucoup de lectures à faire. De TAC. Tu veux lire au lieu de faire des petits trucs? Et s'il te plaît, quand il y a des T, ne fais pas de Ok. Les travaux se sont intéressés aux diverses conséquences de l'invalidation des gènes de l'aquaporine 1, AQP1, et de l'aquaporine 4, AQP4. Les auteurs ont utilisé des souris homozygotes AQP1 00 ou hétérozygotes AQP1+/0. Pour la mutation inactivante du gène AQP1 et des souris homozygotes pour la mutation inactivante AQP4 des souris non mutées AQP1+ et AQP4+, ont été utilisées comme contrôle. Dans une première étude, la figure 1, les courbes de croissance pondérale des souris AQP1++ et AQP100 ont été comparées en conditions de régime alimentaire et de boisson normale. Vas-y, si tu veux. Dans une seconde étude, en figure 2, ils se sont intéressés à l'impact de la mutation inactivante d'AQP1 et AQP4 au niveau du tube digestif. Dans la figure 2A, l'effet d'un régime enrichi en graisse pendant 8 jours sur le poids des animaux est rapporté. Dans la figure 2B, les auteurs ont mesuré la teneur en eau de sels prélevés au niveau du séquence qui sépare l'intestin grêlé du côlon et dans les selles finalement excrétées. Tu m'as tendu un piège, Sainte-Folle. Vas-y, excusez-moi. Dans la figure 2C, les auteurs ont mesuré la perméabilité osmotique du côlon in situ. Ce paramètre quantifie les mouvements d'eau de la lumière du côlon vers sa paroi en réponse Excusez-moi les gars, c'est compliqué l'anglais. Je rentre des States, là c'est fou. Trop relou, trop relou. Euh, Donc, en réponse au gradient osmotique généré par l'absorption des électrolytes de la perfusion. Item A. Selon la photo de la figure A, les souris AQP1 sont plus petites que les souris non mutées et que les souris hétérozygotes AQP1 plus. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Et qui pourrait dire pourquoi c'est vrai? Ouais, ouais, c'est ça. Bah, du coup, c'est parce que là, vous voyez que celle-là, elle est vraiment skinny fit. Miskina. Voilà, voilà. Ça part en cacahuète. Donc voilà, c'est visible sur la photo et sur le graphique. Je pense que c'est toi qui as fait la correction parce que elle est remplie de condescendance. Vas-y, tu vas. Connaissant le rôle des aquaporines dans les transferts d'eau, parce que vous le savez, on en déduit que les souris AQP- sont déshydratées. Est-ce que c'est vrai? Qui a mis? Oh.
Et en fait, je pense que le but, c'est de retrouver parce qu'on n'est pas sûr que ce soit forcément, que ce soit forcément qu'elle soit déshydratée. Et du coup, je me suis dit, parce qu'elles sont notées, pour elles sont plus, mais elle est déshydratée, mais en fait, c'est pas sûr. Ok, Donc, finalement, je change. ok. Ok, bien vu. Et pour l'item, qui a mis faux? Ok, quelqu'un veut dire pourquoi il a mis faux? T'as t'as envie de dire, Alex, je sais. Mais moi, j'ai fait avec les solutions de course, je me souviens du crois qu'il a dit, même si on a mis qui est désactivé, il y a toujours une supplémentaire qui est là pour pallier le problème. Une amie qui marche. C'est exactement ça. Vous voyez, c'est comme Nestlé et moi qui sommes présentes ici. Si Nestlé explose de rire parce que les mots c'est trop loin, je prends le relais. Si je pars en roue libre, elle prend le relais. Ça s'appelle la solidarité. Voilà. C'est une belle leçon de vie. Je te remercie, Sophia. Heureusement que tu es là. Vraiment, heureusement que tu es là. Donc, c'est bien faux. On sait que les souris AQP1-1 sont plus petites. Cela nous oriente plus vers un défaut de croissance. Le défaut sera sûrement plutôt au niveau intestinal. Ouais. Et en plus, comme tu l'as dit, il y a plusieurs aquaporines peuvent solidarité, voilà. Vas-y, vas-y. Item C. Si l'impact de l'invalidation du gène d'AQP1 s'exprime de façon autosomique récessive, on s'attend à ce que la courbe de croissance des AQP plus moins soit superposable à celle des souris AQP plus plus. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Pourquoi est-ce que vous avez mis vrai? Levez la main si vous voulez le dire. Soyez pas timide, je pense qu'on est au-delà de ça. On a dépassé ce seuil largement. Ouais. Mais si c'est récessif, du coup, le moins, il va pas être exprimé. Enfin, le plus va l'emporter sur le moins, du coup, ça fera comme si c'était du plus que dans sa part. C'est exactement ça. Autosomique récessive, ça veut dire symptôme uniquement présent chez les souris homozygotes pour la mutation. Donc, ça prendra le dessus sur. Ça prendra le dessus. Voilà. Après la figure de 1, un régime riche en lipides provoque une augmentation pondérale d'au moins 30% en 8 jours chez les souris non mutées AQP1++, et chez les hétérozygotes AQP1+. Ce qu'à votre avis, c'est vrai. Je pense qu'on va passer sur la SIA. Hum. Oui, mais parce que, bah, Vas-y, parle. Ah, mais désolée, c'est un peu. S'il te plaît. c'est sur le graphique, on voit que on va une souris qui ont qui sont dans le pilote. Euh, on voit que c'est significatif. Alexis. Ah, vous êtes bien trouvés les deux. C'est après l'autre fois, Tais-toi. Bon, ouais, vas-y. Donc, c'est significatif, je l'ai dit pour toi. Et du coup, ben, ça, c'est- On l'a cassé, je crois. Mais ouais, vas-y, c'est ça. on regarde les deux autres, on voit que c'est plus de. Vas-y, c'est ça. Voir le graphique. Voilà, c'est bien ça. Vas-y. Item E. Dans la figure 2A, l'absence de prise de poids chez les souris mutées AQP, AP, qu'est-ce qui s'est passé? APQP1, chez Alexis comme LXM. Moins 11, après 8 jours de régime riche en lipides et normal, car le poids d'une souris ne peut pas augmenter de 30% en 8 jours. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Pourquoi t'as mis faux? Non, toi. C'est pas parce que la souris, elle est
Je vais faire ça. Si la souris elle est normale, genre, elle est pas malade, le poids il va augmenter. Donc, ça, on ne peut pas dire que le poids d'une souris ne peut pas augmenter. Donc, c'est pas lié à sa mutation. Ouais. C'est ça. Chez les souris non mutées, le poids augmente de plus de 30% en 8 jours, donc la prise de poids est possible en conditions normales. Voilà. Est-ce que pour ceux qui s'aiment, c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, bon bah, QCM6. Vas-y. Concernant l'interprétation des expériences et en prenant en compte vos connaissances sur les accords communs, il est exact que, d'après la figure 2A, les souris AQP100 pourraient présenter un défaut d'absorption digestive des lipides. Bien, André. Qui a mis une faux. Ok. Sur les trois vrais, qui veut se justifier? S'il vous plaît. Tu cherches trop la bagarre, toi. On peut voir que c'est un défaut d'absorption digestive parce que même genre, si elle absorbe beaucoup, on va dire les lipides, elle ne prend pas beaucoup. Donc, elle crée un problème dans l'absorption. Les autres, vous êtes d'accord? Eh bien oui, c'est ça. Maintenant, je suis comme J'ai fait quoi encore? c'est ça. Je vais pas répéter ce qu'elle a dit parce que je pense que c'est suffisamment clair, hein. Tu peux faire les items d'après ça? D'après la teneur en eau des sels prélevés au niveau du sécom dans la figure 2B, la classe d'AQP4 fonctionnelle, donc on est sur AQP4 00, diminue l'absorption d'eau dans les à votre avis, qui a livré? Qui a livré? Qui veut? Ça fait aucun effort. Qui veut? Qui veut? Qui veut expliquer, pas. Mais parce qu'on voit que c'est les mêmes valeurs, que ce soit plus ou moins, mais il n'y a pas de défaut d'absorption. Exactement. C'est celui Les... Je ne dirai pas. Les deux souris ont une teneur en eau des sels similaire au niveau du sécom. Il n'y a donc pas de diminution d'absorption au niveau de l'intestin grêle chez les souris AQP4. Et du coup, c'est parce que bon, vous avez l'intestin grêle avant le sécom. Si au niveau du sécom, tu vois qu'il n'y a pas de différence, ça veut dire que sur la partie avant, il n'y a pas de différence. Il faut faire attention à regarder bien la partie du haut et pas la partie du bas. Parce que les sels excrétés, ça c'est plutôt maintenant. Ouais. J'ai fait cette erreur-là. Ça, je précise. Ouais, voilà. Moi, je précise que j'ai fait cette erreur-là. Merci d'avoir préservé mon erreur. Mais j'assume devant vous pour vous montrer que c'est pas grave. Ben, s'il te plaît, en vrai, fais le QCM en entier. La teneur en eau des sels excrétés dans la figure B2, l'absence d'AQP4 fonctionnel, chez les souris AQP4 00, convoque un défaut d'absorption d'eau dans le cours de Ok, qui va se justifier. Vas-y. C'est parce qu'on voit dans après que dans les seuls. Peut-être dans le graphique. Elle est en train de l'éteindre. Certaines choses sont difficiles à oublier, Sophia, mais vas-y. Dans le graphique. Vas-y, je le dis pour toi. Dans le graphique, tu peux faire la suite de ta phrase. Ouais, non, il va pas. Il peut pas, je crois. Quelle une grande inspiration. Non, mais c'est parce que du coup, Quelqu'un d'autre?
Vas-y. Parce que dans les Afrique, en fait, dans le moment, il y a plus d'eau dans les salles. Et donc, ça veut dire qu'ils sont moins été absorbés. Juste parce que t'as dit seul, je suis désolée. C'est plutôt une Juste appuie sur le truc, c'est bon. C'est bon. Voilà. Le sel est traité par les souris accueillies. Pardon. 400 contient bien plus d'eau, comme tu l'as dit, que les souris non mutées. On peut donc penser que chez les souris non mutées, il y a eu une absorption d'eau après le séquence dans le phénomène et qui n'a pas eu lieu chez les souris à 4. Si ça vous perturbe que je dise 0,0 au lieu de mon silence, c'est que pas de cacher. Ok. Je sais pas. Moi, j'avais un expérience particulière. Elle est chelou, hein. Elle est pas comme les autres, hein. Mais allez, item Dans 2. la figure que c'est la diminution de perméabilité osmotique chez les souris AQP4 indique un moindre passage d'électrolytes à travers les molécules d'air d'urine. Du coup, J'aurais pu la faire, celle-là, en vrai. ça a bien raison. Parce que l'électrolyte, ça n'a rien à voir avec quoi. Voilà. Bien vu. Item E. Les figures 1 et 2 montrent que la coporine 1 et la coporine 2 sont exprimées. Ah, pardon, les 4 sont exprimées tout au long du tube digestif. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Qui veut se justifier? Des phrases. Hein? C'est exactement ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non? Qu'est-ce qui n'est pas clair? J'ai pas entendu, j'ai pas la justification des parents. Est-ce que tu veux bien parler de ça? La fois pour une femme, elle n'est pas exprimée dans la chacun. Si tu veux, je suis ton bras et je me dis que je le mets. Ah. Ça. On voit que c'est là et on voit rien. Et après, on va voir qu'il n'y a pas de changement. Celui-là? Celui-là. Est-ce que c'est vraiment ok. Tout le monde, c'est bon? Ok. Oh. Attends, il se passe quoi là? Mince. C'est pas de ma faute. Ok, c'est de ma faute. Mince, attendez. J'enlève. Je refais. Ouais, ouais, ouais. Vaut mieux ne pas savoir, les amis. Non. On a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Il nous reste un seul QCM. Est-ce que... Oui, en fait, il y a eu un petit décalage. Je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu, mais c'est le QCM. Ok. Petit rappel de cours sur la polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est une maladie auto-immune, multifactorielle et d'étiologie inconnue. Ça va toucher les articulations au niveau du tissu synovial
et on n'a pas vraiment de traitement pour l'instant. Je vais dire, comme j'ai pas pu parler énormément du système précédent. QCM7, la polyarthrite rhumatoïde PR est une maladie auto-immune humaine qui se traduit par un rhumatisme inflammatoire chronique évolutif. La plupart des patients atteints présentent des auto-anticorps circulants de classe G, ACPA, très spécifiques de cette maladie qui reconnaissent dans le tissu articulaire synovial les chaînes alpha et bêta déséminées du fibrinogène. À noter que la désémination correspond à une modification post-traductionnelle qui transforme les résidus d'acide aminé arginine du fibrinogène en résidus citrulline. Vous avez montré que des fragments de tissu synovial rhumatoïde TSR issus de plusieurs patients et maintenus en culture produisent des ACPA. De plus, à partir de TSR, vous avez isolé une population très abondante de cellules mononucléées, monocytes, lymphocytes B et T et plasmocytes. Item A. Vous pouvez affirmer que le TSR contient des plasmocytes sécréteurs d'ACPA. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Ceux qui ont mis vrai, est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi, s'il vous plaît? Ouais, Alexis. Oui, parce que dans le médecin, on dit qu'on a montré que des fragments de tissu synoviaux rhumatoïdes issus de plusieurs patients maintenus en culture, ils produisaient des ASPA. Du coup, ça veut dire que ACPA. les, Mais c'est pas grave, no shame. Tu peux dire ASPA si tu veux, il n'y a pas de souci. Ah, ouais, elle a un problème avec le S. C'est pas grave, Alex. oui, du coup, ça veut dire qu'elles sont sécrétées. Hmm. T'inquiète, ma frère. C'est bien vrai, les ASPA sont des IgG. Or, cette classe d'anticorps est sécrétée par les plasmocytes. Cela tombe bien puisque vous avez identifié les ASPA et des plasmocytes dans le TSR. Vous pouvez donc en déduire que le TSR doit contenir des plasmocytes sécréteurs d'ACPA. ASPA, pardon. Juste avant de faire ce prochain exercice, t'as compris maintenant. Est-ce que tu veux essayer d'expliquer pour voir si tu vas arriver? Ah, je peux voir comme ça. Tu veux qu'il répète? Alexis. Ok. Répète. Plus fort. Et dans l'énoncé, on dit qu'on a montré que des fragments de tissu synovial rhumatoïde issus de plusieurs patients et maintenus en culture, ils produisaient des ACPA. Du coup, ben, ça veut dire qu'elles sont sécrétées par les tissus, ils contiennent des plasmacytes qui les sécrètent. Est-ce que tu veux essayer de me dire? Non. Parce que les petits donc, ils vont ici, les deux côtés, c'est pas. C'est pas. Voilà. Les... C'est ça. Les ASPA, du coup... T'as dit quoi, pardon? Une deuxième personne en partie de la gauche. Comme ça, t'es pas tout seul. On n'est pas tout seul. Les ASPA, donc c'est des anticorps. C'est des IgG, donc ils sont sécrétés par des plasmocytes. Mais en fait, j'ai déjà lu la correction. Voilà, j'ai fait exprès, les gars, hein. C'était pour voir si vous suivez, hein. Croyez pas, hein. Vous pouvez numérer par ELISpot les plasmocytes sécréteurs d'ASPA présents dans la population de cellules mononucléées que vous avez prises. Qui a le vrai? Qui a le faux? Ok. Alex? C'est la définition de l'histoire. C'est qu'on puisse mieux Ok, Elliot, 10.0. Vous avez continué. Je rigole. C'est la définition de l'hélicote, parce que c'est
On peut numérer les cellules sécrétrices de... C'est une sécrétrice de quoi? Anti. Je suis pas sûr. Fort. Mais Ah là là. On t'en veut un peu. On t'en veut à mort. Ta punition, ça va être de te mettre là, de faire 10 pompes. Pourquoi tu rigoles? Rigole pas trop, ouais. Du coup, oui, c'est ça. Comme tu as dit, c'est la définition de l'ELISpot. C'est un test immunoenzymatique qui permet de dénombrer des cellules à partir de leur sécrétion. Les plasmocytes sécrètent des ASPA qu'on peut donc énumérer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Perfect. On passe à à l'item C. À partir des cellules mononucléées que vous avez isolées, les lymphocytes B exprimant à leur membrane des immunoglobulines de spécificité ASPA peuvent être triés à l'aide de microbilles magnétiques revêtues de fibrinogènes déséminés. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Qui... Attendez, En vrai, quoi? je justifie. Quand est-ce qu'il s'est moqué de moi? Quand t'as parlé, t'as dit immunoglobulines. Ah ouais, c'est comme ça, hein. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Bah, dis-moi pourquoi est-ce que selon toi, c'est vrai? Ah, t'es bien silencieux là, hein. Ah ouais, hein. Je vois. Ta bouteille ne va pas te saouler. Tu vas appeler un ami? Je sais pas s'il va. Vas-y. Des cellules de technique permet de alimenter les cellules et après, normalement, de enlever ce qui s'est alimenté et après, on récupère le reste. Et pourquoi ça marcherait avec l'ACPA? ASPA? ASPA, pardon. Euh, tu vois. Et pourquoi ça fonctionnerait avec ces billes-là? T'as l'idée, c'est juste, je suis relou un peu. Pourquoi c'est chibinogène? Pourquoi ça va fonctionner avec les billes magnétiques revêtues de fibrinogènes déséminés? Ben, je suppose que c'est parce que le chibinogène, ça se fait lié avec le. Je sais pas. Avec l'ASPA, c'est ça, c'est justement la spécificité. Voilà. Les ASPA reconnaissent les chaînes alpha et bêta déséminées du fibrinogène. Donc, si on prend des microbilles qui sont recouvertes de fibrinogène déséminé, les ASPA vont reconnaître ce motif et s'y accrocher. Ainsi, toutes les autres cellules mononucléées qui n'ont pas d'ASPA à leur membrane ne s'y accrocheront pas. Et après lavage, on n'aura que les billes qui sont recouvertes de lymphocytes B qui expriment les ASPA. C'est exactement ce que tu as dit. Félicitations. Je pense qu'on peut tous l'applaudir. Voilà. Voilà, ouais, je t'applaudis super fort. Ok. Ok, item D, vous pouvez doser en ELISA indirect les aspas présents dans le surnageant de culture de TSR. Oh, Vas-y, il n'y a rien qui passe inaperçu avec toi, hein. Vous pouvez m'appeler le lama si vous voulez. On a tous des petits surnoms ici. Ouais, du coup, qui a mis vrai? Qui a mis faux? Ceux qui ont mis vrai, toi, je t'ai vu rigoler, donc dis-moi pourquoi c'est vrai. Pardon. En vrai, c'est la fin, je peux mourir maintenant. C'est bad long. Ah ouais. Et moi, tu t'en fous, ok. Non. Donc, la justification, l'ELISA indirect permet de doser des anticorps.
En effet, on met un antigène connu, ici du fibrinogène déséminé, au fond d'un puits, puis on ajoute notre échantillon à tester, ici le surnageant du TSR. Les anticorps, s'ils sont présents dans la solution et s'ils sont spécifiques de cet antigène, vont venir se lier à l'antigène qui est au fond du puits. Ici, les aspas qui se lient au fibrinogène déséminé, puisque c'est ça justement qu'ils reconnaissent. On rince le tout, se débarrasse de tous les anticorps non liés. On rajoute des anticorps secondaires spécifiques de nos anticorps liés à l'antigène. Donc ça. Qui sont couplés comme... wow. Qui sont couplés à une enzyme. On rajoute le substrat de l'enzyme. On va produire le produit qui va nous permettre de détecter l'interaction. Donc, ça peut être un signal fluorescent, chromogénique, donc des couleurs en fonction de l'enzyme qu'on a utilisée. Et c'est comme ça qu'on peut quantifier le résultat et doser les anticorps. Ça vous a refait le point un peu sur la technique ELISA, comme vous avez fait au début, mais ça remonte un peu peut-être. Mais du coup, voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? J'ai fait une variante. Je voulais pas que tu réunisses Squeezie, je pense que j'aurais pas supporté. Bref. Item E, tu veux le faire? Parmi les IgG présentes dans le surnageant de culture de TSR, vous pouvez purifier les aspas par chromatographie d'affinité sur fibrinogène déséminé. Qui veut de malade, les gars? Je sens que je vous ai gêné. Je sens que je vous ai mis mal à l'aise. Quoi, t'as migré? Mais moi, je me dis qu'il y a une question d'affinité tout à l'heure, c'est que en CPA et chez les homogènes, ils ont une affinité l'un pour l'autre. Vous avez quelque chose à rajouter, les autres? Vas-y, lis. Lis ça, laisse quoi? Purifier des anticorps égale et préparer du reste du mélange. Ici, dans une chromatographie d'affinité, on a une matrice où on a attaché un ligand spécifique de la molécule à purifier. La molécule d'intérêt se fixe à la matrice et les autres composants du mélange sont régulés. En bref, dans notre cas, on a du fibrinogène déséminé accroché à une matrice. On verse le surnageant de TSR sur la matrice et seuls les aspas se fixent. On les a pliés. C'est la même idée que pour l'utilisation des produits de tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions? Non? S'il vous plaît, s'il vous plaît, donnez-nous des avis scannés. Euh, et mettez, si vous étiez là, je crois qu'en fait, vous pouvez dire des trucs. Mettez Sophia la plus belle, la plus classe, la plus intelligente, parce que Ça, c'est moi, c'est elle. Et il y a pas, je vous écris son. Ah oui, je suis chaud sur le Oh non, ça veut pas. Il veut pas du tout. Non, j'ai écrit Sophia. Bon, bref, c'est Sophia avec un F. Et moi, mon prénom, c'est Nesli, Nezli. Au pire, oh, vous pouvez mettre Easily en vrai. Oubliez, oubliez. Oubliez, oubliez. Comme ça, on sait que vous êtes là. Et comme ça. Moi, je me souviens pas. Moi non plus. On s'agglutine Une dernière fois. Ah, touchez pas, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Attendez, je remets peut-être le QR code si vous n'avez pas eu le temps. Donc voilà, merci Sophia de m'avoir accompagnée pour cette formation. Elle a sacrifié de son temps pour venir ici, alors qu'elle est reine anglais, elle est formidable. Vous avez des questions en anglais? Non. Ouais, que je maîtrise. Elle maîtrise tout, elle est trop forte. Mais du coup, si vous avez des questions, ouais. Si vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire ou sur des cours de recherche, on a un peu de temps avant de partir, mais n'hésitez pas.
Et mais si vous Il n'y a pas de souci. si vous ne voulez pas, vous pouvez partir, on ne vous en voudra pas. Hein. Ouais. Ouais. C'est une surprise, vous les donne les graisses. Oh, il attend les fraises. C'est quoi les fraises? Les fraises. Ah, bah elle va dire. Elle a un dentaire. En gros, toi, t'as